Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. Before GG avec l'équipe du jour ici, nous survolons l'actualité politique et tous les compartiments de la société. L'intercoalition constituée par l'ANAD, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et allié, le Front des forces politiques FFPP tient à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de clôturer ses travaux à Conakry le 21 décembre dernier. Une déclaration qui cristallise encore les dissensions au lendemain du discours de Nouvel An du président de la transition. Nous aurons, si tout va bien, Joachim Baba Milimono dans cette émission de l'UFDG. Le Sénégal dans la dynamique des pays émergents, un argument fort que brandirait le président Macky Sall pour briguer un troisième mandat, des velléités qui surgissent dans un contexte marqué par des tensions dans la sous-région. De vives voix s'élèvent pour le freiner dans son élan, même si l'envie du président de l'Union africaine se décuple de jour en jour. C'est annoncé plus tôt par son non-inculpation dans le dossier des événements du 28 septembre. Finalement, le parquet décide d'opposer son veto et annule la libération du colonel Bienvenu Lama. Nous en parlerons au compte de cette émission. Ils n'ont pas passé la fête de fin d'année sans un copec. Ce sont les agents de lutte contre la Covid-19. Ils réclament des arriérés de 5 mois de salaire à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Face à cette situation, au bout du fil, si tout va bien, nous aurons Dr Kaba Keïta. Il est l'un des agents de riposte contre la Covid-19. Avec déjà nos chroniqueurs sur ce plateau, de retour avec vous. Et Kabz, on vient à présent sur cet autre discours aussi, après le président de la transition, c'est le président Alpha Condé en dehors de la Guinée, mais lorsqu'on lit entre les lignes, il se croit toujours président. Ouais, franchement, hein, il faut le dire. Hein. Quand je suis tombé sur l'adresse, les discours de meilleurs vœux du président, de l'ancien président Alpha Condé à la nation, je me suis posé cette question, mais je me suis même mis à rire. Je dis, monsieur croit toujours être président de la République, parce qu'il se dit qu'il était pleinement dans son pouvoir et on l'a déposé, et donc il a cet espoir qui continue à nourrir que le miracle pourra se produire pour lui, pour qu'il revienne. Mais c'est quand même du Alpha Condé. L'homme reste toujours ce qu'il a été. Vous savez, j'ai l'impression qu'il n'a pas aussi envie de disparaître de la scène publique. Donc une fois de temps en temps, on l'a vu, une fois de temps en temps, il lance des pics pour qu'on se souvienne encore de lui, qu'il est là. Mais ce qu'il faut ressortir dans son discours, qui à mon avis qui est important, c'est qu'il développe encore une fois cette posture d'homme politique. On sait que si on disait que Alpha Condé président et Alpha Condé opposant politique, on le préférait plus opposant politique que président de la République. Alors aujourd'hui, il reporte ce manteau-là d'opposant pour pouvoir ressortir ces choses-là. Pourquoi je dis qu'il porte à nouveau ce manteau d'opposant? Regardez très bien dans son discours ce qu'il annonce. Il s'intéresse au 5 septembre, il rend hommage aux victimes, aux personnes, aux forces de défense et de sécurité qui sont tombées le 5 septembre, aux familles de ces personnes-là, aux blessés, et plutôt il rend hommage aux victimes lors de cette transition depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, et c'est ce qui l'intéresse. Et vous voyez un petit peu le travail qu'il fait, c'est-à-dire que ceux dont lui-même a été victime, parce que lui, durant tout le temps qu'il a fait, encore une fois, on a des dossiers qui sont de lui qui sont encore pendant en justice. Est-ce que lui-même il répondra de tout ça pendant qu'on est accroché à ça, pendant qu'on est accroché aux victimes lui-même de son propre mandat de 2010 jusqu'à ce qu'il soit déposé, pendant qu'on est accroché à ça, lui il est là à dénoncer pour une autre personne. Donc vous voyez un petit peu le jeu auquel il est en train de jouer, et finalement appeler le peuple de Guinée pour pouvoir sauvegarder cette démocratie qu'on a tant cherché, on a tant lutté pour avoir cette démocratie-là. Franchement, quand moi je vois ce discours du président Alpha Condé, je me demande, mais à la fin, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il ne faut pas nourrir ce rêve-là. Je n'imagine pas, franchement, je ne m'imagine pas le RPG Arc-en-Ciel pouvoir le soutenir à nouveau pour le porter comme candidat de leur parti, parce qu'il
l'a dit. Par le passé, j'ai vu ce tweet de Serge Daniel qui disait que un de ses proches lui avouait que le président Alpha Condé dirait que si tout se passe comme prévu et si on ne rend pas les choses aussi difficiles, si la démocratie est respectée, qu'il se voit à nouveau se porter candidat aux prochaines élections à venir. Mais la question que je me pose, mais comment est-ce qu'on peut penser à ces choses comme ça au regard de ce qui est passé, au regard de l'âge que l'homme a aujourd'hui? À mon avis, il doit plus sa façon de partir et sa façon de partir au pouvoir et tout ce que le peuple aujourd'hui retient de lui. À mon avis, aujourd'hui, il doit plus incarner plus cette sagesse-là, peut-être être dans les écrits, écrire des livres, partager ces conseils-là, inspirer plus tout ce qui se passe. Mais au regard de ce qu'il est en train de dire, je dis tout simplement que c'est un homme qui a envie de continuer à rester pour qu'on se souvienne de lui, sache qu'il existe. Sinon, franchement, ce contenu-là, moi, je n'accorde pas assez d'importance à cela. Oui, et lorsqu'il dit... justement, par rapport à... Vous allez me permettre, Djibril, s'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Il dit, je suis et reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l'état de droit, au respect de nos valeurs, de liberté, de dignité, mais quand même, Alpha Condé, sous sa présidence, pas de manifestations, des détentions, des gens sont empêchés de sortir du pays, des cas de mort, un discours pour moi qui est aux antipodes de la pratique sous sa présidence. Et à mon avis, moi personnellement, un tel discours, comme vous l'avez dit, ça sonne faux. Ça sonne faux. Et ce qu'il faut rappeler, je me dis qu'en fait, ce discours va plutôt interpeller la jeune, le CNRD ou la justice actuelle de pouvoir à nouveau s'intéresser à son dossier. Parce que si lui-même, il est en train de dénoncer ces faits-là, c'est qu'au fond de lui, il sait que c'est anormal que ces choses se fassent. Alors si lui, sous son régime, ça a été fait, alors il donne aujourd'hui l'occasion à tout le monde de dire qu'il doit rendre compte par rapport à sa gestion, notamment par rapport à toutes ces violences, ces meurtres, ces victimes qui sont causées et le fait que les droits de l'homme n'étaient pas tout simplement respectés. Aujourd'hui, encore une fois, je me dis que sa sortie-là va à nouveau soulever dans la justice des interrogations pour qu'on puisse à nouveau l'interpeller. Et à mon humble avis aujourd'hui, il ne doit pas ne pas répondre de ses actes aujourd'hui au regard des dénonciations qu'il est en train de faire dans les médias. Et Charles White déjà l'avait dit, on s'attend toujours à ce mandat qu'il a annoncé. Djiba, je voudrais abonder dans le même sens de votre questionnement tout à l'heure par rapport à son discours. Alors, dans le même postulat, on se pose la question, est-ce que Alpha Condé doit faire un discours? Moi, à mon point de vue, oui, il doit faire un discours parce que Alpha Condé, il a la légitimité populaire, il a la légalité, sauf que il y a eu un coup d'État qu'il a renversé. Et dans le fait, je finis mon raisonnement, Caps. Non, laissez-le, il va s'enfoncer tout seul. Oui, je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est dans sa légitimité, il a la légitimité populaire et en même temps, il a la légalité. Je suis d'accord avec vous en tant qu'ancien président. Oui. Il peut le faire. Je finis. Pourquoi je le dis? Parce que il estime qu'il a été renversé par un pouvoir militaire, par un coup d'État. Donc, c'est tout à fait normal qu'il prononce un discours. Maintenant, dans le fait, dans la réalité, c'est tout à fait une illusion. Parce qu'il n'est pas dans la gestion des affaires. Là, on peut le comprendre. Cela dit, je voudrais quand même évoquer un aspect qui a été dit tout à l'heure en ce qui concerne les victimes tombées sous les militaires tombés sous les balles au niveau du palais sectoriel. Donc, c'est ce qui est quand même surprenant de la part de l'ancien président, parce que vous le savez, il y a eu pas mal de manifestations en Guinée ici, plus de 500 manifestations politiques. Alpha Condé n'a jamais été dans une famille endeuillée. Et vous le savez, sauf qu'il prend une délégation pour aller présenter ses condoléances, mais jamais Alpha Condé ne s'est déplacé, à plus forte raison faire une déclaration pour présenter ses condoléances. Quand même, c'est vraiment ahurissant. Donc je voudrais quand même faire une mise en relief par rapport à cette analyse, c'est qu'il considère ces soldats comme des martyrs et ceux qui ont été tués peut-être entre guillemets comme des bandits. Comme des bandits. Donc, de la part d'Alpha Condé, le rêve est permis. Il voudrait faire comme Lula. Vous savez, Lula a gouverné à un moment donné au Brésil avec, si je ne me trompe pas, avec 3 mandats. Il est revenu au pouvoir, vous savez. Ces derniers jours, il a fait son investiture. Donc, Alpha est dans cette posture. Il pense qu'il peut faire comme Lula, revenir aux affaires. Donc, comme le rêve n'est pas interdit, donc c'est bon pour sa santé physique et mentale. Donc,
je voudrais quand même terminer par rapport à cette approche, c'est que les opprimés d'aujourd'hui peuvent être les oppresseurs de demain. Oui. Voilà, Djibril, allez-y, Emmanuel Loa. Alors, depuis que j'ai lu ce discours, je suis en train de cogiter, de réfléchir sur sa pertinence. Quand je dis de réfléchir sur sa pertinence, c'est que il y a un philosophe qui disait quelque part qu'il faut apprendre à un moment donné à penser contre soi-même. Cela permet de bousculer nos préjugés, cela permet de bousculer nos appréhensions. Vous savez, l'esprit humain est fait de telle sorte qu'il repousse toutes les idées qui sont réfractaires à ses ambitions, à ses désirs, à ses envies. Et je pense que le président Alpha Condé devrait faire cet exercice-là, parce que réclamer justice pour les victimes du 5 septembre, alors que sur 10 ans, ou je dirais sur 11 ans, les victimes du massacre du 28 septembre ont réclamé justice ici. On a vu toute la lassitude qu'il y a eu à enclencher la machine judiciaire pour le faire, et que dès que Mamadi Doumbouya est venu, on s'est rendu compte que le problème, ce n'est pas tout ce qu'on nous expliquait, mais c'était un véritable manque de volonté politique. Donc retrouver ce même homme réclamer justice pour les victimes du 5 septembre, j'ai envie de dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et se réclamer encore président, je pense que le président Alpha Condé devrait avoir... vous savez, quand on est vieux, quand on atteint un certain âge, frappé de sénilité. Voilà, on doit avoir sur soi la force de se dire, de surplanter un certain nombre de choses et de faire tout le bilan de ce qu'on a eu à faire. Pour ma part, comme je ne sais pas si c'est Caps ou Djibril le disait, il devrait plutôt mettre à contribution sa réflexion, voir quelles sont les erreurs qui ont été commises pour mettre à la disposition de la jeune génération. Alpha Condé, c'est 10 ans de gestion avec tout ce qu'on peut, comment on appelle ça, tout ce qu'on peut retenir de bien par rapport à ce qu'on peut retenir de mal. L'équilibre, le déséquilibre, il est patent. On se rend compte qu'il y a tellement eu de ratés par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Donc pour moi, Alpha Condé, sa façon de ressurgir me rappelle ce texte-là. Ce texte à qui vous avez donné votre cœur, votre âme, votre amour, votre attention. Ce texte pour qui vous avez abandonné tout et qui, à un moment donné, pensait qu'il pouvait disposer de votre personne à tout moment. Et qui, au moment où il se rend compte qu'il n'a plus de pouvoir sur vous, il tente de revenir. Vous savez comment, sentimentalement, on appelle ce genre d'ex? Non. Des ex toxiques. Oui. La vérité est que je ne dis pas qu'Alpha Condé est toxique, mais j'ai dit sa démarche est toxique. Parce que on sait tous que ce n'est pas un homme anodin, ce n'est pas un homme insignifiant dans le cheptel politique. C'est un homme qui a de l'étoffe, qui a de l'étoffe. Une personnalité. Donc sa sortie comme ça peut avoir plus ou moins une certaine résonance. Mais du moment où le pays a amorcé un certain chemin, je pense qu'il aurait été mieux de sa stature d'ancien président d'apporter des contributions plutôt que de chercher à se racheter, alors qu'il a eu 10 ans, il a eu 10 bonnes années pour le faire. Voilà, Emmanuel Loa, Aoula Tousso, ce discours du président Alpha Condé, est-ce que c'est fait à dessein pour qu'on parle, on parle encore de lui? On parle encore d'Alpha Condé. Puisque aujourd'hui c'est irréversible. Hein? Alpha Condé qui nous parle des cas de mort, des personnes dont la liberté est privée. Moi je ne comprends pas quand on sait que il y a eu même des personnes qui ont été libérées au lendemain du coup d'État. C'était des prisonniers sous l'ère d'Alpha Condé. Il parle des personnes qui sont privées de liberté aujourd'hui parce que tout simplement, il y a des membres du RPG Arc-en-Ciel, il y a des anciens également membres de son gouvernement qui sont en détention. C'est parce qu'il y a ses proches aujourd'hui qui nous parlent, qui se rendent compte enfin, il y a des gens en Guinée qui sont privés de liberté. Il parle des cas de mort. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu combien de morts? Et il met un accent spécifiquement sur les forces de l'ordre qui sont tombées le 5 septembre. Lui, il veut savoir, il rend juste, il parle de ceci là, oubliant qu'il y a eu des familles ici, des personnes qui n'étaient pas forcément des manifestants, qui ont trouvé la mort. Des personnes qui sont handicapées à vie. Handicapées à vie, qui ont perdu toute leur famille parfois. Il parle également des maisons du déguerpissement, si j'ai compris également, du passage, les gens qui... Il fait allusion aussi
Cellou, par exemple, et aux Sidia qui ne sont plus dans leur maison. Mais vous vous rappelez, en 2019, quand il y a eu le déguerpissement du côté de Kapororaï, c'est ce que ça fait. Il y a eu combien de victimes? C'était un drame humain. J'y étais ce jour. Hein. Il y a eu combien de victimes? Combien de familles se sont retrouvées aujourd'hui sans abri, sans toit et tout ce qui s'ensuit? Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes parce que je partais souvent faire des reportages de ce côté. Vous avez vu, il y a eu, si vous vous rappelez, une vieille là, son image a fait la une des réseaux sociaux, la façon dont la dame pleurait. Tu voyais là-bas des personnes, par exemple, où le père de famille est déjà décédé. Il n'avait, en fait, il y avait aucun espoir si ce n'est pas la maison là. C'est dans ça il fallait payer les frais de scolarité des enfants. C'est dans ça il fallait nourrir toute la famille et tout ce qui s'ensuit. Donc Alpha Condé aujourd'hui revenir nous dire qu'il est touché par le fait que des gens ont perdu leur maison, il y a eu des cas de mort le jour du coup d'État. Moi, je ne comprends pas en fait. Vraiment, c'est incohérent. C'est incohérent. Je ne sais pas qui l'a aidé à rédiger. C'est lui-même. Si c'est lui-même ou bien qui, en tout cas, l'a conseillé à rédiger ce discours, mais c'est incohérent. À un certain moment, un ancien chef d'État, s'il savait que c'est pour nous dire ces genres de choses, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire en fait quoi. Parce que ça c'est vraiment ridicule. C'est parler des cas de mort alors que sous son régime il y a eu beaucoup de cas de mort et ça ne nous a jamais empêché par exemple de partir au travail. Ça n'a pas empêché l'administration publique de travailler. Parfois il arrivait une seule manifestation où il y a plus de 11 morts dans des pays sérieux plus que la Guinée. On pouvait décréter par exemple un deuil national, mais ça n'a pas été fait en tout cas dans le cadre des manifestations. Mais ce même Alpha Condé aujourd'hui qui sort nous dire qu'il regrette les cas de mort encore une fois du coup d'État du 5 septembre et nous parler des maisons pendant qu'il y a eu des pauvres. Au moins, les Cellou, les Sidia, c'est un peu des personnes riches. Mais imaginez combien de pauvres on a sorti des maisons du côté de Kapororaï et d'Imès et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que je ne comprends pas. Pour vous, je ne comprends pas son discours en fait. Elle est très amère ce matin. Je ne comprends pas son discours face à sa personne en fait. Le paradoxe d'Iba, et je vais dire ça rapidement, c'est que dans ce discours, il signale les victimes du CNRD, s'il faut le dire comme ça, sans souligner ou sans toucher le fait qu'à son époque, il y a eu ça. J'aurais compris qu'il ait cette compassion pour toutes les victimes depuis son temps jusqu'à maintenant et même avant lui. Là, il aurait tenu un discours beaucoup plus responsable, beaucoup plus rassembleur. Et là, on aurait compris sa posture. Mais de là à ignorer tout ce que lui, il a fait, et à se focaliser sur ce qui est maintenant là, on sent tout simplement à lui qui remet le manteau d'opposant politique et qu'il est encore dans l'idée ou dans la conviction de pouvoir chercher à nouveau le pouvoir de pouvoir être le prochain président de la Guinée. Mais franchement, ça fait rire. Oui, Aoula Toussou, allez-y. Allez-y. Si vous permettez, moi, à la place d'Alpha Condé, au fait, c'était pour moi l'occasion de me racheter. Me racheter comment? Revenir sur ce qui s'est passé pendant mes 10 ans ou 11 ans de mandat, m'excuser, présenter en tout cas des excuses à toutes ces victimes de répression et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'était le moment idéal en fait de le faire au lieu de revenir blesser encore les gens, frustrer toutes ces victimes là, en dire que c'est uniquement les victimes du 5 septembre. Lui-même il ne connaît pas d'abord le nom parce que le CNRD jusqu'à présent ne nous a pas présenté une liste en tout cas des victimes. Donc parler de ces victimes là alors que lui il connaît au moins le nombre de victimes sur son mandat, je pense que c'était la meilleure des choses de se racheter. C'était l'occasion, mais il a raté cette occasion. Puisque un simple mot peut changer aussi une situation, les mots ont un pouvoir. Djibril, on va vous revenir s'il vous plaît. Alphonse, juste quelques mots sur ce discours d'Alpha Condé. Il y a rapidement quelque chose qu'il faut savoir. Premièrement, Alpha Condé n'a pas démissionné. Deuxièmement, Alpha Condé se considère encore président. Donc quand il parle, il ne peut pas parler et encaisser les victimes que lui il a fait. Non. Pour Alpha Condé, ce n'est qu'une pause dans son régime. Le coup d'État, il est illégal. Le coup d'État, c'est un envahissement de la gestion de son pouvoir et autres. Donc, quand il parle dans cette posture-là. Vouloir qu'Alpha Condé assume ce qui a été commis sous... Il ne faut pas justifier l'injustifiable. Vous ne pouvez pas justifier le fait qu'il prenne la parole en occultant les victimes qu'il y a eu en son temps pour légitimer sa prise de parole. Je pense que je vois votre ambition, je vois l'angle sur lequel vous voulez aborder. C'est bien, mais en réalité, on ne peut pas faire de la politique
en écartant toute morale. La morale aurait voulu. C'est vrai que c'est un animal politique, c'est un homme qui a véritablement la connaissance de tout ce qui est politique, mais en réalité, sur cet aspect-là, quand des vies humaines ont été prises, la Guinée est le seul pays, ou l'un des rares pays où on a attaqué des cortèges mortuaires. Depuis quand vous avez vu ça dans un pays qui se dit de droit, dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays où on laisse libre cours à la liberté d'expression, de manifestation? Je pense qu'il faut éviter de rentrer dans la défense du président Alpha Condé. Ce serait, en le faisant, on n'est pas mieux qu'Alpha Condé en défendant son discours. D'accord, je comprends l'énergie de mon jeune frère Emmanuel. Oui. Et en fait, je me rends compte que son intérêt pour l'information est récente. Sinon, si Emmanuel avait écouté le dernier discours de l'an d'Alpha Condé, je ne vois pas le passage où il mentionnait la mémoire de toutes les victimes tombées sous son régime. Ça n'a pas existé dans son discours. Donc je ne vois pas où vous trouvez la surprise du fait que Alpha Condé ne le mentionne pas maintenant. C'est du Alpha Condé tout simplement. Ce serait quand même vouloir donner à un homme un manteau qu'il n'a pas. Donc sortez de ça. Arrêtez de vous indigner circonstanciellement. Alpha Condé ne l'a jamais fait dans ses discours de l'an. L'indignation pour ça aurait dû commencer depuis là. C'est pas Alpha Condé qui se croit encore président de la République, encore une fois. Ça, il faut que je le dise. Alpha Condé pense encore qu'il est président de la République et que ce séjour à l'étranger, ce n'est qu'un break, une pause dans son régime. Pour lui, il va revenir pour gérer ce pays. Donc, il faudrait que les gens comprennent ça. Et deuxième des choses, quand il mentionne les victimes que du 5 septembre, pour lui, le 5 septembre, c'est une agression contre son pouvoir. Et ceux qui sont tombés dans sa défense sont des martyrs. Et c'est tout à fait légal. En fait, ce n'est pas une question de défense, c'est une question logique. Quand vous devez parler d'un sujet, mettez-vous dans la logique de la personne qui a rédigé le discours. Alpha Condé, c'est un président légalement élu. Pour lui, son mandat court encore. On est venu envahir son pouvoir. On l'a mis de côté. Et ceux qui l'ont défendu sont ses martyrs. Martyrs pour vous ou pas, ça ne l'importe pas lui, Alpha Condé. Pour lui, ce sont des martyrs. Et son discours est fait dans ce sens-là. Il ne faudrait pas l'en vouloir. Il ne faudrait pas l'en vouloir. Le monsieur a toujours été ainsi. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus au pouvoir qu'on doit s'indigner de ses sorties. Alpha Condé, je ne me souviens pas. Djibril l'a dit. Il y a eu des morts. Combien de fois vous avez vu Alpha Condé le mentionner dans ses discours? C'est quand il y a des victimes en Guinée, c'est quand c'est du côté des forces de l'ordre que le président se déplace pour aller. Quand c'est du côté des civils, vous l'avez une fois vu. C'est à peine si les membres du gouvernement faisaient le déplacement. Il n'y a que quelques rares fois où des ministres sont allés présenter des condoléances d'usage dans certaines familles. Donc, comme ne pas comprendre le discours d'Alpha Condé, ce serait de la mauvaise foi. Parce que l'homme que vous avez connu depuis 10 ans en République de Guinée n'a pas exprimé de compassion pour les victimes tombées. Ne vous attendez pas qu'après son régime mis en pause, selon lui, il trouve moyen de le faire. C'est comme si, en fait, vous demandez à Alpha Condé de se porter des charges sur lui-même. Parce que vouloir assumer les morts qu'il y a eu sous son régime et présenter les condoléances, ce serait comme dire, bon, les jeunes là, je les en veux parce qu'ils sont venus écouter mon mandat, ils ont tué des gens. Même si j'ai tué, pardonnez. En fait, ce serait porter des charges contre sa propre personne. Ce n'est pas envisageable. Alpha Condé est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très malin. Et son discours a de la résonance dans son camp. Et l'objectif recherché est atteint, vu qu'aujourd'hui, il parvient encore, sans être président, à indigner. Au point où on croit que comprendre son discours serait encore plus indigne que lui, son indignation, son défaut d'indignité. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est l'émotion de penser que c'est le cas. Mais dans le décryptage d'un discours, il est important de ressortir la faculté ou même le regard du rédacteur du discours dans le discours. Et le rédacteur qui est Alpha Condé, son regard, c'est que son pouvoir est en cours. Il a été courté par une junte illégale qui l'a mise en pause. Il reviendra. Il ne peut pas, pour lui, considérer que les autres sont des victimes. Parce qu'il a toujours clamé. C'est l'opposition qui tue. C'est toujours les opposants qui tuent cela, Alpha Condé. Pourquoi voulez-vous qu'Alpha Condé assume le fait qu'il y a eu des morts sous son régime? Donc aujourd'hui, il faudrait sortir de ça. Alpha est dans sa logique. C'est du Alpha tout craché. Rien d'autre. C'est du Alpha tout craché. Oui, Djibril. Est-ce que... Oui, allez-y. Mon micro n'est pas ouvert. Donc, je voudrais quand même faire un pan de l'analyse par rapport à ce discours d'Alpha Condé. Ce que, Djiba,
votre ennemi d'hier peut être votre ami d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin qui concerne les politiques de Machiavel. Donc, Alpha Condé est tout à fait dans sa posture. Donc, il faut qu'on lui accorde. Qui pouvait imaginer que l'ANAD et le président arc-en-ciel s'asseyent ensemble et discuter de l'avenir de ce pays? C'était inimaginable. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, c'est tout à fait normal pour l'ancien président de tourner sa veste et puis on peut le comprendre dans ce sens. Voilà, et Djibril, on continue toujours avec vous. D'une minute à l'autre, on essaiera de joindre monsieur Dr Kaba, qui est l'un des agents de riposte contre la Covid-19. Ils ont passé la fête de fin d'année sans un copec. Ce sont les agents de lutte contre la Covid-19. Ils réclament des arriérés de 5 mois de salaire à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Face à cette situation, ils menacent d'arrêter toute activité. Nous aurons dans un instant Dr Kaba Keita. Mais avant, ces messages, cet élan de solidarité autour du décès de Ahmed Kourouma, et on en parle, il y a le système des Nations Unies, le PNUD, le représentant du PNUD qui vient aussi d'adresser un message pour présenter ses condoléances au groupe Adafo Média. Il dit: Monsieur le directeur, c'est avec une réelle tristesse que j'ai appris le décès de notre cher ami Monsieur Ahmed Kourouma, un homme affable, ouvert d'esprit et plein de vie que j'ai eu l'honneur de rencontrer et avec qui j'ai échangé à quelques reprises. Dans cette douloureuse circonstance, je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, à vous personnellement, à ses proches collaborateurs. Et Kourouma s'est très vite distingué, apportant une touche unique de parler vrai avec une éloquence et un sens exceptionnel de la répartie. Je vous prie de transmettre à sa famille toute notre compassion et notre solidarité dans cette si douloureuse épreuve. Je vous prie de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de ma salutation distinguée, signé Monsieur Grégoire, représentant résident du PNUD en Guinée. Et d'autres messages aussi. Bonjour la famille Adafo, nous avons appris avec beaucoup de peine et de tristesse le rappel à Dieu de notre regretté frère et ami Ahmed Kourouma. En cette douloureuse circonstance, nous vous adressons nos sincères condoléances et vous réitérons toute notre amitié. Que Dieu reçoive le défunt dans son paradis éternel. Amin. Ousmane Bari qui nous écrivait depuis l'ambassade des États-Unis. Et voilà, nous revenons sur ce plateau pour poursuivre le débat avec vous. Djibril, on parle de ces agents qui réclament 5 mois d'arriérés de salaire. Oui, c'est un sujet qui ne peut passer inaperçu. Alors, on a vu cette information hier qui a pris la poudre d'escampette. Ce sont des agents, comme vous l'avez dit, qui sont restés 5 mois sans salaire. Donc, ils ont passé la fête, la fin de l'année, à des moments, on va dire des moments de dèche, des moments mélancoliques, c'est-à-dire ils n'ont pas eu... des moments difficiles. Des moments difficiles, ils n'ont pas eu la part belle de la fête. Donc, quelque part, moi, je les considère comme des patriotes, parce que c'est des gens qui ont accepté d'affronter la mort. Vous connaissez quand même cette pandémie, cette maladie, le coronavirus, et ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières années. Donc, il y a eu beaucoup de morts, et quand même, ils se sont sacrifiés, ils ont accepté d'affronter la mort. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont restés 5 mois sans salaire. Et vous savez, parmi ces agents-là, il y a des pères de famille. Ils sont obligés de payer des frais de scolarité, payer c'est-à-dire la location. Donc, voici tas de problèmes auxquels ils sont obligés de faire face. Donc, ils sont là, ils sont sans aucune réponse, au niveau de l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, dans la posture Et on a déjà l'invité Djibril, si vous permettez. On va partir avec ces transitions. On se retrouve tout de suite. Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique. L'invité au compte du Before des GG, nous parlons de ces soldats qui se sont battus contre la Covid-19. Il s'agit de Dr Kaba qui est un des agents de riposte. Monsieur Kaba, bonjour. Et d'accord, on nous signale que finalement c'est Joachim que nous avons puisqu'on devait l'avoir.
Joachim Baba Milimono, bonjour. Joachim. Bonjour Diba, bonjour à... Oui, bonjour Diba, bonjour à tes co-animateurs. Voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Le 30 décembre, on a suivi cette déclaration de l'intercoalition, une déclaration relative, disons, au dialogue interguinéen. Vous vous désolidarisez, vous dites de ce dialogue. Vous ne vous reconnaissez pas en ce dialogue. Pour vous citer, vous dites le Front tient à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de se clôturer à Conakry. Pourquoi? Écoutez, il faut noter que c'est une déclaration de principe. De principe parce que nous avons des militants et des sympathisants. Et donc, il est important qu'après que le rapport final de ce dialogue ait été rendu solennellement au chef de la transition, que nous, acteurs n'ayant pas pris à cette concertation, à ce dialogue à l'allure d'un séminaire d'explication, parce que vous voyez, il n'y a pas eu d'apport, si vous voulez, véritable des acteurs qui ont pris part. On a comme l'impression que c'était un séminaire d'explication et de validation de tous les points soumis par le CNRD, tel qu'il l'a voulu, tel qu'ils l'ont toujours annoncé. Il n'y a pas un iota de différence entre, n'est-ce pas, ce qui avait été préalablement annoncé, soutenu, et ce qui ressort aujourd'hui de ce rapport final. Et donc, il est peut-être important que nous rappelions à nos militants et sympathisants, mais aussi à la communauté internationale, que nous ne nous sentons pas liés. En fait, que le contenu de ce rapport n'engage que ceux qui y ont pris part, ceux qui ont pris part à son élaboration, et non ceux qui ont été gardés expressément en retrait par les autorités du fait de n'avoir pas, n'est-ce pas, mis en œuvre, respecté les recommandations de la communauté, n'est-ce pas, des États de l'Afrique de l'Ouest, qui leur ont été formulées alors que le dialogue était encore en cours, parce que si le CNRD, les facilitatrices et l'ensemble des acteurs avaient une once de respect pour la communauté des chefs d'État des États de l'Afrique de l'Ouest à laquelle nous appartenons, si on avait une moins des choses aurait été de suspendre net ce dialogue-là le 7, c'est-à-dire à la publication du communiqué final de la conférence des chefs d'État, pour montrer un respect à l'égard de cette CEDEAO-là, cette communauté internationale, à l'effet d'examiner les recommandations qui ont été formulées à son attention. Malheureusement, ils en ont fait à leur tête. Ils ont poursuivi le dialogue en faisant fi de tout. On n'a créé aucune condition permettant à nous autres qui étions à l'écart de venir. Et donc, il est important que vous et tout le monde sachiez que on n'est pas liés. Joachim, on est sincèrement désolé de vous interrompre sur cette partie. Ce n'est pas vrai quand vous dites qu'on n'a créé aucune condition pour vous permettre de revenir. Le Premier ministre en personne s'est déplacé pour aller. Vous avez joué les capricieux. Comment voulez-vous qu'avec tous les caprices que vous avez eus, que vous veniez à la table, que vous avouez aujourd'hui qu'on ne vous a pas laissé venir à la table pendant que vous n'avez pas voulu venir? Eh bien, vous êtes dans votre rôle, sauf que vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas vrai. Parce que ce que vous dites non plus n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi. Le Premier ministre, bien vrai, est venu vers nous. Mais en venant vers nous, il est venu dans l'optique, n'est-ce pas, de trouver un terrain d'entente, selon ses propres termes. Okay? Un terrain d'entente avec les acteurs, pour que tout le monde vienne. Et rappelez-vous qu'avant qu'il ne vienne chez nous, là où il est passé, les autres acteurs politiques lui ont demandé expressément, c'était une doléance, de faire en sorte que les autres viennent. Et donc, quand il est venu chez nous, nous nous sommes entretenus. Nous lui avons posé nos problèmes. C'est même au-delà d'une revendication désormais. Ce sont des conditions, voyez-vous, sine qua non d'organisation d'un dialogue franc et sincère. Ce qui lui a été demandé, c'était de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, qu'ils se sentent rassurés pour aller discuter avec, n'est-ce pas, le alors justement, lorsque vous dites... Attendez, oui. Attendez, alors là, non. Alors, allez-y. Donc, à la sortie de la rencontre que nous avons eue avec le Premier ministre, mais lui-même a annoncé que les lignes allaient bouger. Malheureusement, il est allé rendre compte et les lignes n'ont pas bougé. Et nous sommes restés où nous étions. Donc, ne me dites pas qu'il est venu créer des conditions. Mais là, quand la CEDEAO dit qu'il faut créer des conditions de sécurité et, n'est-ce pas, de liberté pour les uns et les autres,
Pensez-vous que c'était pour ceux qui étaient déjà autour de la table? Évidemment non. C'était pour ceux qui ne sont pas encore là, qui ont des doutes, n'est-ce pas? Qui ont des raisons de douter. Alors monsieur... Il a demandé au CNRD de faire en sorte que les gens se sentent sécurisés. D'accord. Alors, monsieur Joachim, moi, j'entends bien ce que vous êtes en train de dire ce matin, mais j'ai envie de comprendre encore mieux. Quand vous dites que ce dialogue interguinéen n'a été qu'un séminaire d'explication et de validation des décisions unilatérales prises par le CNRD, j'ai envie quand même de rappeler que certaines propositions tenaient compte, bien entendu, des différentes propositions, aussi que cette coalition, l'intercoalition aussi avait. Donc, dire carrément que c'était un séminaire d'explication, je ne comprends pas. Vous savez, ne vous prenez pas à vos propres mots. Tout à l'heure, vous disiez de M. Alpha Condé qu'il a une légitimité populaire. Et de ce point de vue, en tant qu'ancien chef d'État, il y a à peu près un peu plus d'un an, on ne peut pas nier que le RTG est quand même un parti qui regorge, si vous voulez, qui compte l'essentiel, n'est-ce pas, des citoyens à l'âge de la majorité. Et l'UFDG, l'ANAD, globalement pris, tous les autres acteurs qui sont en marche, n'est-ce pas? On ne peut pas nier que nous constituons, du point de vue électoral, n'est-ce pas, plus de 90%, je ne vais pas exagérer, dire exactement le pourcentage, mais plus de 90% de l'électorat guinéen. Monsieur Baba, il faut quand même qu'on remette quelque chose dans les normes. Moi, je ne supporte pas le fait, et ça c'est tout mon droit, hein, je ne supporte pas le fait que des acteurs politiques qui ont applaudi et validé un coup d'État et qui ont contredit la dernière élection trouvent encore moyen de se baser sur les élections qu'ils ont contestées pour dire que leur légitimité fait 98% de la population guinéenne. Sur quoi? Sur quelle base électorale vous tirez cette statistique dont vous donnez? D'abord, nous n'avons pas contesté l'élection, ce sont les résultats qui ont été contestés, les résultats proclamés par, n'est-ce pas, une institution. Attention, c'est différent entre les résultats et les élections elles-mêmes. Mais parlant d'élections, nous avons fait, et vous savez que nous avons mis un système en place, n'est-ce pas, qui nous permettant de compter les voix. La technologie aujourd'hui vous permet, même vous, la synergie des médias, vous auriez pu, enfin, si cette liberté vous avait été donnée, ou si vous aviez pris l'audace, vous auriez pu proclamer les résultats de votre synergie, parce que c'était quand même assez limpide, puisque tout le monde sait que vous avez fait un suivi sérieux. Et vous n'avez donné à travers les ondes, à travers votre synergie, que les résultats issus des bureaux de vote. De ce point de vue, quand on fait un comptage à partir de là et que l'on proclame, mais écoutez, il n'y a pas deux, trois explications à donner. Voyez-vous. Maintenant, nous parlons des élections globalement prises. Nous parlons des communales, des législatives et de la dernière présidentielle. Incontestablement, et je vous mets au défi de nous dire le contraire, personne ne peut nier que le RTG Arc-en-Ciel et ses alliés, l'UFDG et ses alliés de l'ANAD, ainsi que le FNDC politique, n'est-ce pas, constituent l'essentiel, sinon plus de l'essentiel de l'électorat guinéen. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je suis d'accord au regard des dernières élections dans le pays. Maintenant, aujourd'hui, le blocage, c'est où? C'est par rapport à ce dialogue. Dites-nous concrètement, puisque lorsque vous dites un vrai dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la forme que ce dialogue doit prendre? C'est la question. Et quand vous dites des conditions sécuritaires, est-ce que vous voulez dire que les poursuites contre Cellou Dalein Diallo, par exemple, ou certains devraient être abandonnés avant d'aller à un dialogue? Écoutez, nulle part, il n'a été demandé un abandon de poursuite in extenso. Par contre, en demandant de créer des conditions de sécurité et de liberté, n'est-ce pas, il revient à l'autorité arbitre, le CNRD, n'est-ce pas, de prendre des mesures, de donner des instructions pour que non seulement les gens puissent voyager librement quand on empêche les acteurs politiques. Je parle d'un docteur Fodoussou qui assure aujourd'hui l'intérim, n'est-ce pas, de M. Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Quand on empêche à ce dernier de voyager pour des raisons sanitaires, vous comprenez que les doutes se renforcent. Vous comprenez que vous donnez davantage d'arguments à ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui ne se sentent pas en sécurité. Ce sont des preuves palpables, n'est-ce pas, de manque de sérieux, n'est-ce pas, ou de volonté que les autres viennent soient autour de la table. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de ceux-là qui sont sous le poids de poursuites judiciaires?
Jusqu'à preuve du contraire, il y a eu des exemples à travers le monde, mais à foison. Ce n'est pas une première. Vous avez un gouvernement dans lequel il y a un ministre en charge de la justice qui est chargé, n'est-ce pas, de l'application de la politique pénale du gouvernement. Alors quand j'entends des gens dire que non, la justice elle est indépendante, on ne peut pas permettre une émission, mais il ne s'agit pas d'une émission. La justice a à sa tête un ministre avec un parquet, des deux parquets généraux, n'est-ce pas, en charge de la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement. Donc, ce gouvernement peut décider, par exemple, que, n'est-ce pas, le sursoir, non pas d'abandonner les politiques, mais le sursoir, momentanément, le temps qu'on s'entende sur un certain nombre de choses, parce qu'il s'agit de la nation. En parlant de la nation, chacun doit pouvoir faire des sacrifices, y compris l'État, le gouvernement en premier. Le gouvernement en premier. En tout premier lieu, il doit pouvoir, n'est-ce pas, créer des conditions pour assurer tous les citoyens au même titre. Parce que je veux dire, un dialogue, c'est qu'on y va avec confiance. On y va avec l'assurance d'être égal à égal et de pouvoir discuter avec l'autre, de pouvoir céder tout en bénéficiant, n'est-ce pas, aussi d'une concession de l'autre. Mais lorsqu'on n'a pas cette garantie, eh bien écoutez, je ne sais pas pourquoi vous irez à un tel dialogue. Il arrive à chacun d'entre nous d'avoir des histoires avec quelqu'un dans le quartier, avec un collègue, avec son épouse. Ça nous est arrivé tous, nous ne le nions pas. Mais nous savons comment les négociations se font. Alors, les familles viennent intervenir. Monsieur Joachim, j'ai deux questions. La première, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que, en décidant de surseoir aux différentes poursuites, de suspendre, voilà, est-ce qu'il ne s'agit, vous ne permettez pas à l'État de faire une interférence dans les affaires judiciaires et ne craignez parce que va finir sa question. Voilà, ne craignez-vous pas que ce genre de choses puisse se répéter, parce que si vous acceptez que cela vous soit bénéfique aujourd'hui, il ne faudrait pas que demain, que lorsque ça ne sera pas en votre faveur, que vous décidez de vous braquer contre cette décision-là. Ça, c'est la première question. La seconde, je vais me porter sur une hypothèse. Mon souhait, naturellement, c'est que les différentes parties puissent se comprendre avec toutes les réserves qui sont observées. Seulement, ma question, c'est si le CNRD décide de ne pas donner réponse à vos sollicitations et continuer à dérouler l'agenda de la transition jusqu'à ce que des élections soit organisé. Est-ce que l'IFDG va participer? Je commence par la dernière. Je n'ai pas de réponse à cette question, d'autant plus que je n'ai pas mandat de parler de ça pour l'instant. Voyez-vous, là je parle au compte de l'intercoalition. Je ne peux pas me donner le droit de parler au nom de l'intercoalition sur une question qui n'a pas encore été posée officiellement, qui n'a pas été débattue. Alors sur les précédentes, je dois vous dire, lorsque un CNT ou lorsqu'une assemblée vote une loi d'amnistie pour un certain nombre d'acteurs, est-ce une émission dans la justice? Lorsqu'un chef d'État prend un décret, qu'il gracie, n'est-ce pas, des détenus, est-ce une émission? Lorsque, à travers le monde, y compris en Europe, par le passé, n'est-ce pas, l'État, les gouvernants prennent des décisions où pour, n'est-ce pas, créer un équilibre social, politique, pour diminuer la tension dans un État. Est-ce une émission? Je dois dire non. Ne soyons pas. Par contre, ce qui est des grâces et de l'amnistie, il faut qu'il y ait une condamnation définitive, ce qui n'est pas le cas de ces différents leaders. La loi d'amnistie ne demande pas forcément une condamnation, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. Ce n'est pas une première. Écoutez, en Guinée, il faut qu'on arrête de vouloir refaire la roue. Inspirons-nous, n'est-ce pas, de la jurisprudence qui a existé ailleurs. Il y a de très bons exemples. Je vous donne un exemple. Mais quand on a amené, par exemple, Laurent Gbagbo à gouverner avec les rebelles du Nord, vous vous souvenez des accords de Barkhouzi? Mais prenons récemment le Tchad d'ici, où on a été obligé de laisser des rebelles, des gens qui ont semé le trouble, des gens qui ont semé la mort. Mais attendez, mais on a laissé quand même venir autour de la table. Tout ça. Alors, monsieur cette précision, elle est importante. Permettez-moi de placer ça. Alors, je disais que à vous suivre, est-ce que vous entendez comme cela que surseoir toutes ces poursuites judiciaires voudrait donc dire de libérer donc ceux qui sont aujourd'hui sous mandat de dépôt à la maison centrale, et donc ce qui voudrait donc dire de mettre en pause toutes les activités aujourd'hui de la CRIEF, quand on sait qu'on ne peut pas accorder cette faveur-là à une partie des personnes parce qu'ils sont des partis politiques, et laisser les autres citoyens? Est-ce que vous ne voyez pas que cela pourrait
pourrait entacher toute la démarche autour de cette CRIEF-là. Mais est-ce qu'il a été une fois question de la CRIEF dans nos discours? Mais quand vous dites de sursoir les procédures là sont liées à quoi? Allez-y, il va répondre. Allez-y. Je ne vous laisse pas créer cet amalgame ou entretenir ça. Écoutez, lorsqu'on se voit exproprier son domicile, que ce citoyen se porte devant la justice, qu'il porte plainte, et que l'État, nonobstant la plainte qui court, s'en va quand même démolir ce domicile contentieux, mais vous n'appelez pas ça émission dans la procédure judiciaire. Mais lorsqu'on demande à ce même État de faciliter, n'est-ce pas, le dialogue, en créant des conditions d'équilibre, des conditions de sécurité et de liberté, à une catégorie, à un citoyen ou à des citoyens, à des acteurs, de surcroît des acteurs politiques, qui ont derrière eux des millions de Guinéens, vous trouvez que c'est une émission. Mais pourquoi quand c'est l'un, ce n'est pas le cas, mais quand c'est l'inverse, c'est le cas? Pourquoi vous-même vous entretenez ça, chers journalistes? Vous êtes des sentinelles de la démocratie. Oui, non, attention. Attention, on n'entretient pas cela. Joachim, non, là, on est obligé de vous stopper. Là, on est obligé de vous stopper. On n'entretient pas cela. On vous pose des questions. On vous pose des questions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous donnez votre point de vue. Mais au-delà de tout jugement, voilà. Allez-y. Allez-y. C'est mon opinion, cher Diba et compagnie. C'est mon opinion. Vous comprenez? Et c'est une lecture lucide. Une lecture lucide, débarrassée de toute parcimonie. Voyez-vous? Alors, il est important que pour la recherche de l'équilibre, l'État, à travers le gouvernement même, passe le premier pas. Écoute, c'est lui qui est garant, on dit garant de la liberté, garant de la sécurité, garant de tout absolument, et non les citoyens. Lorsque vous voyez des citoyens guinéens qui sont arrêtés, détenus au-delà du délai réglementaire de la détention préventive, je parle aujourd'hui de ceux qui sont je parle par exemple des Kassouri et autres. Si les gens peuvent applaudir le fait qu'ils soient en prison, mais on ne peut quand même pas accepter que les gens soient détenus, n'est-ce pas, pendant plus de 8 mois sans jugement. Vous savez que ce n'est pas acceptable. Et vous-même, vous le dénoncez par moment. Maintenant, lorsque le chef de l'État, par exemple, demande leur libération parce que la justice a dépassé les délais, est-ce une émission? Non, parce qu'il veille au droit. Parce qu'il veille à ce que le droit de chaque citoyen soit respecté, parce qu'il veille à l'équilibre. D'accord. Joachim, une question toute simple, puisqu'il s'agit de dialogue national. Aujourd'hui, comment voulez-vous que le dialogue se tienne en termes clairs? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Pardon? Aujourd'hui, comment voulez-vous que le dialogue se tienne? Qu'est-ce que vous attendez concrètement? Quelle est la forme que vous devez donner? Si on vous demandait quelle est la forme que ce dialogue devrait prendre aujourd'hui pour qu'on sorte de ces passes d'armes, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Je crois que nous l'avons suffisamment dit. Vous savez, lorsqu'il y a un conflit, le conflit met en face deux camps opposés. Alors, nous sommes dans une transition où ceux qui décident, ceux qui dirigent, c'est le CNRD. Et de l'autre camp, ceux qui sont opposés à la méthode utilisée. Alors, mettez les deux camps en face, avec un arbitre neutre qui va écouter les deux parties séparément et puis ensemble autour de la table, n'est-ce pas, et à voix égale. C'est important, à voix égale. Si vous prenez 2 de l'autre camp, vous prenez 2 de l'autre côté. Si vous prenez 10 par ici, vous prenez 10 de l'autre côté. C'est ça un dialogue. Écoutez, il y a aujourd'hui, dans des universités à travers le monde, des cours sur la négociation, le dialogue et la médiation. Il y a des règles, il y a des outils internationaux. C'est devenu aujourd'hui une science. Donc pourquoi vouloir abandonner tous ces codes et aller faire, n'est-ce pas, quelque chose qui n'est d'usage nulle part ailleurs dans le monde? Pourquoi? Mais pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ce qui est d'usage partout, au nom de l'équilibre, au nom de la paix, au nom de l'amour que l'on a pour ce pays? Voyez-vous, c'est cela le problème. Alors il est important aujourd'hui que l'on mette les gens autour de la table, n'est-ce pas, à part égale, et que ça discute. De là, n'est-ce pas, naîtront des concessions de part et d'autre. Le facilitateur neutre peut amener les deux camps à cela. C'est de là qu'on va tirer un consensus qui va donner la paix à ce pays. D'accord. Voilà, Joachim Baba Milimono. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi avant de partir, de quand même présenter mes condoléances à la communauté
à Darfour et à l'ensemble du peuple de Guinée, à toute la presse, n'est-ce pas, mes sincères condoléances suite au décès de Ahmed Gourma. C'était quand même une très très grande gueule, comme le dirait l'autre. C'est une grande voix qui se tue et c'est avec vraiment avec beaucoup d'effort, avec beaucoup d'émotion que nous avons appris cette disparition et nous prions que son âme puisse reposer en paix. Amen. Et surtout, vous pouvez revenir ici quand vous voulez, Joachim. Merci beaucoup. On va marquer une pause, le temps d'aller avec la publicité. On se reprend pour développer d'autres sujets. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono forment le Before GG. partir à la rencontre de nos traditions.